Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de la zone libre. Merci pour votre soutien. C'est important de soutenir les petits créateurs qui font parfois du gros taf. C'est moins beau, c'est moins brillant, mais ça reste joli. Bonsoir Flavie, comment Bonsoir vas-tu? David, ça va et toi? L'air d'une forme absolument éblouissante, ça fait plaisir. Eh bien, on a une actualité, je sais pas toi, mais moi j'ai de plus en plus de difficultés dans ce monde tout à fait excessif dans le brouhaha des folies contemporaines. J'essaie presque de m'éloigner de l'actualité. La seule chose qui m'y tient, c'est évidemment nos engagements envers nos auditeurs, mais je sais pas comment tu le vis, toi, ce monde qui va beaucoup trop vite pour nous. Bah, disons que c'est un peu fatigant. Enfin, là, je trouve qu'en ce moment, c'est un peu. Il y a comme un rapport au réel qui est. C'est plutôt une question de rapport au réel que de désaccord et de narratif. Donc, c'est narratif contre narratif. Voilà, et je trouve qu'on vit ça depuis de nombreuses années maintenant. Donc, et que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de prise de conscience ou que l'expérience nous aide à avancer. Donc, c'est un peu désespérant. Bah, tu sais, de tout temps, je pense que les masses n'ont pas fait l'histoire, donc que ça n'intéresse pas grand monde en ce moment. J'imagine qu'on est à la 12e saison de koh qu'ils ont faim et que des chanteurs importants se présentent sur les différentes émissions. Je n'en veux pas à mes contemporains de s'intéresser à ce qu'on leur sert et ce qui les amuse. En tout cas, pendant ce temps-là, en Roumanie, ce week-end, une manifestation s'est tenue ce samedi en soutien du président russe, enfin du personnage qui devait venir président roumain, pardon, lapsus amusant. Après avoir eu une élection annulée par la Cour suprême, il vient d'être emprisonné pour soutien russe. Il est entendu que sa campagne TikTok aurait pu être financée par la Russie. Alors, c'est le fameux Kalin, il s'appelle Kalin, ça c'est mignon. Kalin Georgescu, pour dire son nom. Absolument. Mais je ne voudrais pas faire l'affront à mes amis roumains en prononçant des noms que je ne maîtrise pas bien. En tout cas, un point assez interrogatif, dans le sens où après les déclarations de Thierry Breton, qui disait fermement, après la Roumanie, on pourra tout à fait faire la même chose en Allemagne, on peut se demander quand même si le fameux J.D. Vance qui était venu s'exprimer à la tribune européenne pour souligner qu'on avait un petit problème de rapport à la démocratie. En tout cas, je ne sais pas si les Européens ont décidé de de lui donner raison, pardon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu veux dire pour le rapport à la démocratie? Bah, de toute façon, c'est ces injonctions qui sont toujours faites sur la démocratie. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire, puisque là, a priori, ce monsieur a été élu démocratiquement. Alors après, on peut parler d'ingérence, mais toute démocratie a ses influences, quelles qu'elles soient. Il y a les médias, il y a aussi des influences, il peut y avoir des influences extérieures. Les élections européennes sont aussi très très largement, influencées par l'Union européenne, qui peuvent être aussi considérées. Alors c'est compliqué, est-ce que c'est ingérence extérieure ou pas, mais c'est quand même plusieurs pays qui sont en cause, qui ont des influences eux-mêmes, qui peuvent avoir des influences diverses, plus les États-Unis, parce que nous sommes quand même en Occident. Donc, quand on parle d'ingérence russe, c'est-à-dire qu'il y a des ingérences inacceptables et d'autres acceptables, puisque nous sommes censés faire partie du même monde. Donc, c'est un même monde qui doit toujours voter pareil, en fait. À la limite. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité de remise en cause de quoi que ce soit. C'est quand même ça, la démocratie. C'est pas forcément voter pour un candidat qui serait pro-russe, bien sûr. Mais en tout cas, où est la place pour le débat et pour l'évolution des idées, etc., c'est quand même assez restreint. En tout cas, la conception de la démocratie est à redéfinir parce que le peuple n'a pas vraiment voix au chapitre, apparemment. Oui, et pas uniquement pour ça, c'est que le peuple, comment pense-t-il? C'est-à-dire quand même, il y a une grande partie du peuple, une très grande partie qui n'est pas politisée, donc qui est influencée
par plein de facteurs extérieurs et ce qu'on peut constater, c'est que souvent les motifs des votes, c'est souvent assez déroutant, hein. On vote parce qu'il a une bonne mine, parce qu'il a dit un truc sympa, parce qu'il aime les chats, je sais pas. Souvent les motivations des votes, c'est quand même... Et donc, vu la complexité aujourd'hui, avant aussi, de ce qu'est une vie politique, et aussi la dichotomie entre les discours de communication et la réalité des faits, de ce qui peut se faire, hein, parce qu'on est quand même... Nous, on a un président en France qui ne fait communiquer depuis 2 mandats, et qui dit une chose, l'inverse, en fonction des intérêts catégoriels et immédiats. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un agenda derrière pour autant. Donc les gens sont souvent très sensibles à ça, hein. Ils peuvent, voilà, il a dit ça, donc c'est une bonne chose. Regarde, mais il l'a dit. Donc il y a aussi un attachement à la parole et un manque de compréhension de ce qu'est la communication politique. Enfin bon. Donc voilà, la démocratie, c'est un sujet aujourd'hui parce que... Et aussi lié à ce que sont les médias. C'est-à-dire que maintenant, vous avez 2 médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, les médias officiels et les réseaux sociaux. Et ces deux-là Disons que le risque avec ce genre de raisonnement, c'est que quelque part, tu donnes raison aux eurocrates qui vont intervenir dans les élections parce que finalement, les gens sont trop bêtes pour voter. Si les gens ne sont pas capables, votent sur des raisons qui ne sont pas liées à des points électoraux, des dimensions, des arguments électoraux, ben alors pourquoi effectivement ne pas orienter les élections? Faut faire attention à un genre de raisonnement. Mais il y a des paradoxes partout, ça ne veut pas dire qu'ils sont représentatifs d'un problème de fond. En tout cas, on voit quand même une intervention étrangère dans des élections nationales. En ça, on peut quand même crier au bruit de bottes et à des problèmes assez sérieux. Bon, en tout cas, j'ai un peu peur que ce soit le début d'une drôle d'ambiance, parce que ça se fait dans un cadre très belliciste, hein. Je veux dire, on va y arriver progressivement. La gesticulation européenne semble assez sérieuse, et elle a été déclenchée, si tu me permets la transition, par la fameuse rencontre Zelensky-Trump. Pour le dire assez simplement, il y a quelques jours, Zelensky se retrouve dans le bureau ovale pour signer un accord de vente avantageuse en contrepartie d'aide militaire de terres rares et de minerais, accord qui lui sera refusé dans une altercation, à cause et pour une altercation assez pénible à regarder, je trouve. On se serait cru dans un mauvais bar au fin fond de la campagne, que j'adore, hein, mais à des heures tardives, et une conversation d'un niveau assez pauvre, sans fond, entre un Zelensky qui nous ressortait son spectacle Help Ukraine, et un Trump et un Vance qui lui disaient, mon cher ami, sois un petit peu plus sympathique, dis-nous merci, danse pour nous, on paye, donc tu danses pour nous. Altercation qui s'est quand même assez mal finie, qui a donné une assez drôle d'image de ce qu'est l'histoire au XXIe siècle, quoi. Bah, ce qui est ennuyeux, c'est que ça pas je comprends pas comment ils ont comment les Américains ont pas une notion un peu plus fine de leur communication. Parce que ça a été désastreux en Europe, alors on peut dire ils s'en foutent, mais résultat, on a ce sondage, 72%, les gens ont peur. C'est vrai qu'ils ont paru extrêmement brutaux, les arguments, il n'y en avait pas vraiment. Zelensky, il paraissait un petit peu recroquevillé sur son fauteuil, donc il pouvait passer, il passait pour quelqu'un qui était quand même passé à tabac. Donc, je suis pas sûre. Heureusement, alors Vance était là un peu pour parler, en tout cas quand Trump était plutôt uniquement agressif. Mais c'est pas pour autant qu'il établissait vraiment clairement les bases du débat. Alors c'est vrai que dans la presse ne sont parues que les 10 dernières minutes. Donc la plupart des gens n'ont vu que ça, l'altercation, la brutalité, et n'ont pas vu ce qui a pu se passer avant et ce qui a pu générer ça. Sachant que oui, Zelensky a commencé à être un peu plus menaçant vers la fin. Selon Vincent Hervouet du Figaro, il a quand même à un moment insulté, une insulte ukrainienne qui donne entre chienne et fils de pute. J'ai pas très bien compris, donc c'était assez clair qu'il avait dit ça. Je sais plus très bien face à qui, mais enfin, c'est pas non plus, il s'est pas pu montrer extrêmement digne. Il avait beaucoup de tics de visage. Non, c'était un drôle de spectacle, hein. C'était pas terrible d'un côté comme de l'autre.
Bah, disons que c'est un des problèmes du nouveau monde des réseaux sociaux, ou le monde du livre qui, quand dans le peu de représentation publique, il y a une scénographie, des rituels, laisse place maintenant à la vie du quotidien, c'est-à-dire qu'on voit les gens dans leur réalité assez pauvre. Et je suis assez surpris moi aussi que Trump, en fin de compte, incarne un comportement qui soit celui de... Bah, il le fait depuis toujours, en même temps, on ne peut pas lui reprocher. C'est particulièrement... On est dans la subjectivité de l'événement, c'est-à-dire chacun se comportant un peu comme un loupard. Bon, je dois avouer que je suis pas du tout certain que ce soit très bon pour les rapports internationaux. On en est vraiment à des comportements... Moi, je trouve même les féodaux se comportaient quand même mieux, malgré le nombre de couteaux dans le dos qui pouvaient se servir mutuellement. Je sais C'est pas. comme Moi, s'il j'ai y avait tendance à me dire... tellement, Vas-y. ouais. Pardon, oui, vas-y, je t'interromps. Simplement pour dire que, effectivement, juste pour, pour paraphraser, il aurait dit Souba Bliac. J'espère que les algorithmes ne vont pas nous massacrer. Une formule qui voudrait dire des choses assez dures envers une maman. Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas des mots qu'on tient dans une entrevue diplomatique. En tout cas, moi, ce que je crains très sincèrement, c'est que ce changement de ton, cette rupture avec les apparences, avec l'étiquette et le formalisme qui fait quand même que des relations un peu plus sereines peuvent être entretenues entre nations ennemies, cette perte de tenue soit très, très détrimentaire à très long terme. Je pense qu'on va payer assez cher ça. Bon, il est certain que vu la situation américaine, qui a des balances commerciales assez mauvaises et d'autres priorités que l'Ukraine, je comprends éventuellement la disposition de M. Trump. Néanmoins, j'avoue que je crois qu'il va payer à un moment ou à un autre d'avoir fait en 2 mois changer le monde, pour reprendre la phrase de Lenny, en 15 jours plus qu'en 15 ans. Oui, en tout cas, oui, je sais pas, tu parlais là, je peut-être parler d'un sujet un peu différent, mais justement, on pense que l'équipe commerciale, de la balance commerciale entre Américains et Européens ne serait pas en faveur des Européens. Et parce que voilà, je fais juste un petit aparté. En fait, Tu parles de quoi exactement? Tu parles des paiements à l'Ukraine ou tu non, non, parles je parlais des juste, ventes? mais là, je parlais juste de l'équipe. Je fais juste un petit aparté sur l'équipe de la balance commerciale parce que c'est aussi ce qui est en jeu entre les Américains et l'Europe. Et en fait, cet équilibre n'est pas forcément en faveur des Américains, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais ça fait longtemps. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que la faveur, enfin, l'avantage des Européens n'a fait que croître. Mais de manière générale, les Américains sont de plus en plus dépendants du reste du monde. Mais il est tout à fait certain que les Américains sont extrêmement dépendants des ventes européennes. Oui. Et donc, pour ça, c'est un autre sujet sur les. D'où la position de Trump qui dit très gentiment, ben, je me fous de l'Ukraine et j'ai des trucs à gérer chez moi. Pour le dire prosaïquement, je m'excuse pour les Ukrainiens, c'est tout à fait dramatique. J'aimerais tout à fait que Boris Johnson passe devant la Cour internationale parce que il aurait pu être signé cet accord de paix assez rapidement et on aurait pu éviter une situation absolument ridicule. Pas ridicule. Justement, en parlant de ridicule, il est intéressant de voir ce qui se passe chez nous en conséquence de cet événement, parce que les Européens sont incroyables. Je suis juste abasourdi par le comportement de nos dirigeants. Je suis dépassé. On verrait Macron danser en ballerine, habillé en canard, et on m'expliquerait que Jean-Michel est le nouveau président. Je dirais, on n'est plus à ça près. Oui, c'est Oui, possible. on a l'impression que tout peut arriver. Oui, Ouais. oui, là, tout est possible. On est dépassé par les événements, quoi. On a les Européens qui nous font de la propagande anti-russe, propagande qui nous vient des Américains, qui nous a été servie par les Américains pour leurs intérêts. C'est-à-dire qu'on oublie quand même que des personnages comme Chirac, puis Sarkozy, bon, Hollande, plus compliqué après, mais ont quand même plutôt tenu des positions plus neutres, ou en tout cas plus conciliantes avec la Russie, parce que quoi qu'il arrive, les Américains ont pour bunker 2 océans gigantesques,
Et nous vivons avec les Russes depuis toujours, et nous continuerons à vivre avec les Russes pour toujours, tant que les Européens existeront, pour des raisons simplement géographiques. Et je vous rappelle qu'on avait un très très beau sondage qui était fait chaque année, et on posait aux Européens après 45 qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et jusque dans les années 80, les Européens, chiffre diminuant constamment, répondaient les Russes. Les Russes ayant détruit 75% de l'armée allemande. Dans les années 50, tout le monde le sait, 80% des gens. Dans les années 70, et on descend comme ça pour progressivement avoir un rapport qui s'inverse grâce à la puissance médiatique, la puissance d'Hollywood, où maintenant les Français sont persuadés, les Européens sont persuadés que la guerre a été remportée par les Américains. Les Américains ont perdu 200 000 hommes, les Russes ont perdu 26 millions d'hommes. 26 millions d'hommes. Loin de moi d'être pro-russe ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, il va falloir s'arranger, vivre avec nos voisins. Donc les positions américaines étaient toujours de perturber, pour reprendre la géopolitique de Mackinder, et qui perturbait les alliances sur le continent monde. C'est certain qu'il est amusant de voir que les Allemands essayent de renégocier l'ouverture de Nord Stream 1, pendant que le reste des Européens nous font un spectacle absolument incroyable sur Poutine est à nos portes, fermez votre porte-à-clés, protégez votre femme et préparez votre fusil. Bon. Donc, tout le monde prétend être d'accord, mais personne n'est d'accord alors, selon toi. On a eu Starmer et Macron qui plastronnaient dans leur rencontre avec Zelensky à Londres, où 15 des pays européens étaient représentés sur les 27. Donc on a déjà un problème d'unité. Et les deux seuls qui se sont exprimés étant les deux seuls avec une armée. C'est-à-dire les Français qui ont la meilleure armée d'Europe et les Anglais qui ont une armée à peu près existante, mais très en deçà de l'armée française. Et un silence absolu avec un refus de combat pour le moment, ou de financement absolu des Polonais et des Allemands. On est quand même sur un front tout à fait net, et ça n'empêche pas tous les Européens de nous faire du bellicisme, mais stratosphérique, comme je le disais en long et en large. Bon, oui, je souligne effectivement que l'armée polonaise est à peu près correcte. Voilà, pardon. Donc voilà, on a une situation absolument gigantesque, c'est-à-dire que on a l'impression d'entendre dans les voix américaines à travers la voix des Européens. Et en cela, il faudra m'expliquer en quoi ça nous sert, quoi. Donc on régurgite la propagande américaine, américains qui, eux, ont changé de disque. Donc on est là, très très joyeux. On nous fait la précédente propagande américaine. Il serait temps, en bon soumis, de s'adapter à la nouvelle propagande qui, pour une fois, pourrait nous servir. Non, mais c'est pas la propagande américaine, c'est celle des démocrates et des néoconservateurs. Les Américains sont divisés, comme dans la plupart des pays, il y a une division idéologique. Et maintenant, c'est devenu... Alors, c'était une propagande américaine, puisque il y a beaucoup eu les démocrates au pouvoir ces derniers temps, mais c'est devenu une propagande maintenant européenne et ce qu'on dirait État profond américain, ce qui était l'État profond américain. Moi, c'est là où on va pouvoir débattre, parce que j'ai du mal à comprendre. Cette propagande, elle sert à quelque chose. Elle sert à s'assurer un achat d'armement par les Européens, premièrement. Deuxièmement, un niveau de défiance suffisant avec les Russes pour pas faire trop affaire et pas faire trop d'alliances. Ça, d'un point de vue américain, je le comprends. D'un point de vue européen, le discours qu'on est en train de tenir. Premièrement, on peut faire la guerre pendant une semaine. On a au mieux 50 000 hommes, et je compte large, avec des munitions pour une semaine. Donc on baratine. Deuxièmement, à quoi ça sert ? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Ils ont l'air un peu comme des canards sans tête. Déjà, ils sont perdus. Ils ont perdu leurs référents, qui sont encore une fois moins les Américains que les démocrates. Aussi le référent... alors l'OTAN, qu'est-ce que va devenir l'OTAN, hein, ce parapluie-là ça, c'est aussi une question qui... Donc, ils sont perdus. Mais par contre, ils ont l'air de vouloir absolument, au lieu de s'adapter au temps qui change, vouloir absolument rester dans le temps d'avant. Alors, j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu
et que, comme on parlait tout à l'heure des pays européens, on parle beaucoup de fédéralisme, mais je suis pas sûre qu'ils soient tous d'accord entre eux. Et c'est vrai que les Allemands ont leur position, les Britanniques, comme tu citais tout à l'heure, Boris Johnson sont les plus va-t-en-guerre, hein. Bon, historiquement aussi, les Anglais sont les plus anti-russes. Mais alors moi, j'entendais parler aussi d'un Zelensky qui éventuellement jouerait sur 2 tableaux, qui essaierait de vendre des ressources aux Américains qu'il aurait déjà prévendues à l'Ukraine, aux Britanniques en janvier. Alors tout ça, c'est des choses, hein, c'est des renseignements qui arrivent un petit peu de partout, hein. Je ne sais pas à quel point on peut porter crédit, hein, mais par rapport aux ressources, ces fameuses ressources de minerais et de terres rares. Je ne sais pas. Alors, bien sûr, voilà, je pense qu'il y a des tas d'intérêts financiers. Il y a un point qu'il faut clarifier quand même sur ces affaires de minerais. Ça ne représente pas tellement d'argent, de 1. Et de 2, il y en a partout. La seule raison pour laquelle on est content de les avoir en Ukraine, c'est que c'est extrêmement polluant de miner. Et que miner, c'est toujours mieux de le faire chez les autres. C'est vrai. Mais si ça représente plus de 20-30 milliards, je serais très surpris. C'est pas vraiment un enjeu, c'est plutôt un argument marketing, cette histoire de minerais. On a effectivement des terres arables très sérieuses, par contre. Mais si j'ai bien compris, une grande partie est à l'est. Parce que, effectivement, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Égypte et une partie du Moyen-Orient, s'abreuvaient en blé en Ukraine, qui représentait 30% de la production mondiale. Effectivement, c'est un goulot qui permet quand même d'avoir un contrôle alimentaire sur des grandes zones géographiques. C'est non négligeable. Néanmoins, vu l'état de l'Ukraine, je suis pas sûr qu'on y fasse pousser autre chose que des pissenlits pour le moment. Avant la guerre, les terres agricoles appartenaient pour à peu près 30%, et ça s'est dit nulle part dans les grands médias, à trois grandes multinationales américaines, que sont Monsanto, DuPont et Cargill. Je pense qu'on n'est pas loin des 50 aujourd'hui, donc la moitié des terres. Il faut savoir que c'est un pays qui est vendu à la découpe, hein. Donc, un pays exsangue, c'est normal. Et qui s'est vendé déjà avant la guerre, hein. Bien sûr. Mais on ne fait pas la guerre impunément. Hein, après, la Russie en a une partie aussi. Hein. Je rappelle que l'Angleterre a eu terminé de rembourser les Américains pour les emprunts et les envois d'armement pendant la Deuxième Guerre mondiale après les années 2000. Donc oui, c'est très coûteux, la guerre est coûteuse, particulièrement pour un pays comme l'Ukraine qui est corrompu, qui était parmi les pays les plus corrompus au monde et qui n'était pas un pays très productif, si j'ai bien le pays le plus corrompu d'Europe. Donc continuer la guerre, bon, ça c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais c'est vrai que il y a toujours des intérêts financiers à continuer une guerre, surtout parce qu'on endette un pays et on le rend dépendant. Donc peut-être mais hein, je n'en sais rien. Hein, continuer cette guerre, si c'était pour protéger si on pouvait imaginer que Macron travaille pour la Russie, c'est un suppôt de Poutine. Je le comprendrais. Car continuer la guerre, c'est garantir plus de territoire à la Russie et plus de leviers de négociation avec l'Ouest, nommément avec Washington. Donc ce que fait l'Europe là, bon, certes, si on donne de l'argent en Ukraine, c'est de l'argent pour envoyer aux États-Unis. Ça, c'est profitable aux États-Unis. Laisser continuer la guerre, c'est assurer à Poutine plus de territoire, plus de leviers. En ça, les Américains sont perdants. Moi, je suis de bonne humeur, mais à part... je crois qu'on a enfin notre réponse. Est-ce qu'on est dirigé par des corrompus ou des crétins? Je crois qu'on est vraiment dirigé par des crétins. Quoi. Les deux. Non, là, c'est plus... En tout cas, ils seraient potentiellement plutôt corrompus par les Russes. Là. Tellement c'est con. Oui, non, là, Non, ça n'a juste aucun sens. On est dans un monde aberrant de conneries. Éventuellement, la seule chose qui pourrait ressortir comme bénéfique aux prises de parole européennes, pardon, c'est l'unité. C'est effectivement, si on a un ennemi commun et qu'on arrive à... C'est le réarmement, ce qui est nécessaire, donc ça c'est une bonne chose. Faire avaler aux populations qu'il va falloir produire de l'armement parce que l'OTAN ne sera plus un parapluie suffisant, nommément les Américains ne seront plus une protection suffisante, ça je suis d'accord. Je comprends la logique. C'est logique, il faut s'armer, il faut trouver un argument, c'est très bien. À côté de ça, l'unité, éventuellement, dire oui, bon, ben, l'Europe n'est pas foutue, le projet européen, la fédéralisation, ça peut se vendre, mais bon, les Allemands ont déjà dit niet, et les Polonais niet aussi, donc bon.
Ça va être très gentil. Bah, Macron, il faudra écrire l'histoire de Macron. On peut déjà commencer à la voir. L'histoire d'un enfant quoi, qui se sera promené, qui aura bien ri, qui n'aura fait que rire malheureusement. Malheur à la ville dont le prince est un enfant. C'est toujours cette phrase qui ressort. Ouais, Enfin, en bon. tout cas, on nous vend que l'Ukraine peut gagner. Moi, je trouve ça très touchant. J'ai même lu dans la presse anglaise, parce que j'ai du temps à perdre, que très prochainement, la Russie allait s'effondrer. Donc, Ah bah, elle est les dangereuse, gens ouais, se font plaisir, on se fait plaisir. c'est toujours le double discours, c'est-à-dire qu'elle est aux portes de la France et en même temps elle s'effondre, donc c'est un petit peu compliqué. Oui, on a un pays qui est à genoux, mais qui est la menace absolue de l'Occident. Bon, on est content. En tout cas, Trump n'a pas l'air très inquiet et est prêt à s'arranger avec Poutine très tranquillement. Bon, bah, tout va bien. Moi, je ne sais plus. Je pense que le monde est beaucoup trop compliqué. Il est très amusant d'avoir lu sous les tweets, sous les doigts de RFK, une diatribe assez violente. Pendant que Macron, Starmer et Zelensky se rencontraient, Mmh. il a tweeté qu'il y avait une continuité entre les gens qui avaient tué son père, les mondialistes et les gens qui se réunissaient maintenant, soi-disant au nom de la paix, et qui étaient les fossoyeurs de l'humanité. Bon. On sent que l'ambiance est bonne, en tout cas. Je ne sais pas comment tu le vis, mais on vit dans un monde absolument délicieux. Et C'est formidable. d'ailleurs s'il se bat, peut-être, il y a peut-être, c'est peut-être le rapport à son père et à son oncle, et les choses qu'il sait ou dont il se doute, qui l'a peut-être amené à combattre. Après c'est vrai, il combat sur, principalement la, FDA, la Food and Drug Administration, hein, ça sur des sujets autres, mais peut-être c'est ça qui l'a amené à se poser des questions. Donc oui, peut-être que lui voit-il une continuité, une sorte de chaîne. Alors on appellerait ça très conspi, hein, de voir des liens partout. Mais en tout cas, c'est vrai que cette déclaration était assez forte. C'est très flamboyant. En tout cas, on a vraiment dans l'administration Trump une vision souveraino-populiste vs globaliste. D'ailleurs, si j'étais très mauvaise langue, je vous renverrai au concept de cosmopolitisme au XXe siècle, qu'on va éviter de creuser parce que bon, c'était quand même bon, c'est une dichotomie qui est assez ancienne. Hein. Donc voilà, peut-être on peut la réduire à impérialiste et nationaliste. En tout cas, on voit quand même que les populations sont assez déboussolées, ou en tout cas que la presse est très mensongère, puisqu'on entend que 75% des Européens auraient peur de l'entrée de Poutine sur le territoire, et 65% selon CSA, des Français seraient opposés à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Bon, je ne sais Bon, plus quoi ils ont prendre. peur et en même temps, ils ne veulent pas envoyer les troupes. Donc c'est un peu. Je ne sais pas quel sondage est vrai, je me méfie très lourdement. En tout cas, je crois quand même que nos populations ne sont plus du tout prêtes à la guerre de façon générale, mais qu'on peut être les plus bellicistes dans les mots. Le nominalisme, c'est très bien. Le verbe est créateur. Néanmoins, je vois mal Macron arriver à un niveau de folie suffisante pour envoyer ses troupes se faire trucider en Ukraine, parce que je crois, hein, là on peut spéculer, et nos spectateurs pourront me sanctionner si je me trompe. Si les Anglais et les Français envoient des troupes en Ukraine, les Russes ayant prévenu 12 fois qu'elles seront considérées comme des troupes belligènes mélangées avec les Ukrainiens, quel est l'intérêt? L'intérêt russe est de détruire toutes les troupes potentielles de ses ennemis futurs. Donc, on verrait du matériel français détruit avec relative aisance sur le territoire et aucune possibilité de riposte, et donc simplement un affaiblissement supplémentaire, tout en sachant que, en plus des troupes qu'on pourrait éventuellement perdre sur le terrain, on voit des Européens qui voudraient faire un emprunt de 250 milliards pour envoyer en Ukraine. Moi, je suis... En fait, ça ne m'amuse plus, en fait. Le niveau d'absurdie est tel que... Rester en guerre encore des années, envoyer encore combien de dizaines, de centaines de milliers d'Ukrainiens à la mort. Ils veulent plus d'Ukrainiens en Ukraine parce que déjà, il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont morts.
Bon et justement, quand on parlait d'absurdité, on parlait de tout à l'heure du fait que dans cette réunion Zelensky-Trump, il y a aucune des bases de cette guerre qui a été mentionnée, ce qui aurait pu être un argument pour Trump. Alors après, il avait un comportement en 2016, une géopolitique un peu différent sur l'Ukraine, puisqu'il a lui-même envoyé pas mal d'armes là-bas à l'époque, donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'il fait aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on pourrait rappeler sans arrêt, plus souvent comment cette guerre a commencé et qu'elle n'a pas commencé en 2022. Or, jamais, jamais, jamais ça ne se fait. Bon, c'est un peu normal que un acteur de déstabilisation qui depuis 50 ans, probablement beaucoup plus, littéralement plus longtemps, a fait son beurre en déstabilisant des pays et des zones géographiques, ne va pas t'avouer, malgré le fait que j'invite nos téléspectateurs à aller écouter, vous tapez Sénat américain, Victoria Nuland, qui était la chargée aux affaires européennes sur le plan militaire, elle explique devant le Sénat en commission sa responsabilité dans l'armement de l'Ukraine et le coup d'État d'Euromaïdan, quoi. C'est de l'information officielle aux États-Unis. Donc, dans la presse américaine, dire que c'est une guerre de proxy et accepter la responsabilité américaine dans la situation contemporaine en Ukraine est tout à fait normal et tout à fait acquis. Il n'y a plus que les Européens pour nous expliquer que nous avons Hitler en face, voire pire, Hitler fusionné avec Staline, qui a fait un enfant avec Mussolini. Bon, bah, c'est charmant, mais il faut les moyens de son bellicisme, en fait. Secouer ses petits bras en disant que c'est le mal incarné devant nous, alors qu'on n'a aucune capacité de combat, je ne sais pas si ça s'est vu beaucoup dans l'histoire. Non. C'est des niveaux de bêtises. Niveau d'incompréhension quand même. Qui dépasse l'entendement. On arrive peut-être à la fin du règne de la communication. Voilà, on a la communication à l'état brut, c'est-à-dire la communication. Ça fait 30 ans qu'on a de la communication sans action. Là, on a de la communication autre, quoi. Ça devient artistique. De la communication toute seule, qui est en roue libre. Oui, mais c'est ce qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire que Macron parle, il n'agit pas. Bon, ben voilà, c'est normal. Mais je crois qu'on arrive à une sorte de transcendance de la communication. Maintenant, ça devient... On invente tout et n'importe quoi. Ouais, peut-être que... On verra peut-être Macron, 20h, en pleine journée, dire, bon, écoutez, vous l'avez mal regardé dehors, il fait noir. Il fait noir. Et c'est la faute de Poutine. Poutine a le pouvoir de faire ce que vous croyez être le jour, la nuit, et donc donnez-moi tout votre argent. Enfin, bref. J'exagère, là, je dérape complètement, mais c'est vrai que je suis abasourdi, quoi. Je suis abasourdi. On se rend plus compte à quel point, depuis le mandat de Macron, en fait, 2017, il y a eu les Gilets jaunes, 2018, le Covid. Alors tu me diras, c'est pas Macron, c'est pas que la France, mais le discours est toujours négatif. Le discours est toujours un discours de peur. Il y a toujours un ennemi. Alors il y a un ennemi intérieur, les Gilets jaunes. Il y a eu un ennemi extérieur, le Covid. On était en guerre pour le Covid. Et maintenant, il y a l'Ukraine. On dirait que l'Union européenne ne survit maintenant que par le fait de sans arrêt en fait, provoquer du stress permanent. Oui, mais c'est là où moi je suis plus abasourdi, c'est que je pense que ces positions extrêmes lui nuisent. Ça va trop loin maintenant, en fait. Ils essayent de s'attirer la soumission des populations de cette façon-là, par la peur. Sauf que là, ça lui nuit, je sais pas, parce qu'on a 70% d'adhésion à la guerre, donc à un moment, on a l'impression que ça fonctionne, mais j'en sais rien là, franchement, je pense que je suis à un moment où j'ai du mal à... En tout cas, on a eu un discours ce soir de Macron qui appelle les Français à se préparer, Alors, bon, à faire leur petit pactage, à huiler leurs armes et à se préparer à un affrontement terrible. Alors là, Macron nous parle de patrie et de nation, ce qui est un mot qu'il n'aime pas prononcer en général. Il n'y a pas d'Europe, là. Il faut défendre la patrie, pas l'Europe. Oui. Je crois que c'est quelqu'un qui s'imagine peut-être pouvoir aller tirer dans l'imaginaire du tréfonds morasso-pétainiste quelques soldats supplémentaires. Qui le font d'habitude. Voilà, le règne de la communication, c'est tout n'est dans tout, rien n'est dans rien, et plus encore réciproquement, quoi. Donc, selon lui, la menace, alors je cite quelques extraits, la menace russe est là et touche tous les pays d'Europe. Il accuse la Russie de faire du conflit ukrainien un conflit mondial. Bon, c'est les Russes qui en font un conflit mondial.
Moscou teste nos limites dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Et qui peut donc croire dans ce contexte que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue pour les années à venir une menace pour la France et l'Europe. En tout cas, je trouve pas un mot, mais le scénario est fixé, vous voyez, c'est quand même un scénario, voilà, on a trouvé un nouvel ennemi, la guerre froide est repartie. Oui, là, mais la guerre froide avait un intérêt pour les Américains. Bah oui. Là, en Là, fait, on utilise le verbiage et la propagande américaine pour quel intérêt? Je pense qu'il y a aussi une question alors peut-être donc ce dont je parlais tout à l'heure, des intérêts économiques, et aussi pour justement, il n'y aurait mieux qu'une guerre pour unifier un pays Il n'y aura pas de guerre. divisé. Alors un pays Il ou n'y une aura Europe pas de guerre. divisée. Il n'y aura Oui, pas de mais guerre. peut-être eux y croient-ils pour unifier l'Europe, pour fédéraliser l'Europe? Mais quand la moitié de la population a plus de 45 ans, il n'y a pas de guerre en fait. Moi, je vois pas Mémé en chaise roulante balancer des grenades. Je m'excuse, hein. Peut-être que j'ai pas compris tout à fait la puissance des drones, hein, mais vu que ma grand-mère savait pas jouer à la PlayStation, elle ne saura pas utiliser des drones, hein. Parce qu'il vaut mieux un gamin qui est très bon à manipuler un joystick qu'une grand-mère, quoi. Donc non, tout ça est absolument fumeux au dernier degré. Et si on va au suicide face aux Russes, je ne sais pas qui on va envoyer. Il se termine quand même, il conclut par: «Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à Mais nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements». C'est assez ambigu comme phrase, quand même. oui, mais je ne sais pas dans quel univers parallèle il y aura la guerre, en fait. Je veux dire, à moins qu'on sorte l'arsenal nucléaire français pour balancer des trucs sur les villes russes, comment est-ce qu'on va aller en guerre? Il y a des munitions. Malgré le fait qu'on ait augmenté nos capacités de production, il y a des munitions pour 1 ou 2 semaines de conflit, et il y a 50 000 hommes face à 1 million de soldats. Alors, le match sera formidable, très intéressant, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah oui, je suis bien d'accord. Non, mais c'est une question que nous invitons tous nos téléspectateurs à se poser parce qu'en effet, c'est complètement absurde et surréaliste. Mais dans quel univers est-ce que même ce verbe-là a un intérêt? À quoi ça sert? Ce qu'on dit ne sert à rien, ce qu'on fait n'arrivera pas. C'est quoi la plaisanterie, en fait? On attend la fin de la blague, en fait. Et c'est la première fois dans cette émission que je tiens ce discours-là, parce que d'habitude, on peut comprendre les ficelles, comprendre les rouages, écouter des géopoliticiens et comprendre ce qui se passe. Mais là, Ouais, on est bien d'accord. Comme on est complètement presque à court de commentaires, est-ce qu'on passerait au sujet suivant? bah, il va bien falloir, parce que Bah oui, parce que on va pouvoir se faire des nœuds au cerveau, c'est parfaitement compréhensible. Alors, le monde est suffisamment intéressant pour qu'une des sommités de la géopolitique, Francis Fukuyama, se soit confrontation assez indirecte, donc ils ont parlé l'un après l'autre, ont pu se confronter à Jeffrey Sachs qui s'est présenté à l'Union européenne. J'invite tous nos téléspectateurs, si je n'oublie pas, je la mettrai en description, j'oublierai probablement, mais je vous invite à la regarder. C'est présenté à l'Union européenne pour faire une analyse géopolitique. Jeffrey Sachs, assez simplement, s'étant exprimé en disant c'est une guerre de proxy, c'est une guerre enclenchée par les Américains, c'est une guerre perdue, et il est tout à fait bon que Poutine y mette fin, Trump y mette fin. Ce qui a été suivi de la parole de Francis Fukuyama, l'homme de la fin de l'histoire, un personnage tout à fait sérieux et éminent dans le monde de la géopolitique, même si quelque part, il faut admettre qu'il incarne une posture fausse, c'est-à-dire qu'il incarne une radicalité démocratique tout à fait qui s'est trompé. Hein, la fin de l'histoire est une bêtise. A commencé sa prise de parole en disant Monsieur Sachs a repris des éléments de langage de la Russie et de Poutine. Ça commence bien. A expliqué que dans ses analyses, il n'avait pas prévu que la mort de la démocratie
et de l'état de droit, il le précise, pouvait venir de l'intérieur des Américains, des États-Unis, tout va bien, que l'ordre mondial aurait pu être perturbé, et que dans la définition de la multipolarité de Sachs est incarnée la destruction des valeurs démocratiques. Bon, ouais. Mais la fin de l'histoire, c'était justement pas une injonction aussi à la fin de l'histoire, fini l'histoire, faisons des affaires. Enfin, je suis pas une spécialiste de Fukuyama, mais est-ce que c'était pas Je j'aime pas justement tellement les postures. Non, je pense que c'est pas normatif. Hein. Bon, ça se discute évidemment quand on dit que Le meilleur des mondes est un livre programmatique parce que le frère d'Huxley était dans les institutions internationales et qu'en fin de compte c'était le monde qui devait advenir. Je pense qu'il faisait une lecture du monde en disant que, en gros, le monde de la démocratie libérale était le sommet de l'évolution humaine et que tout le monde allait converger vers ça en combattant la dictature et le mal. Bon, c'est une vision des choses. En tout cas, ce qui est très intéressant et très brutal et très révélateur, sachant que Fukuyama a des proximités tout à fait nettes avec le Parti démocrate, il dit très clairement que si le monde devient multipolaire, les valeurs démocratiques, donc les valeurs de domination occidentale, disparaîtraient. En cela, il dit la vérité. Mais c'est particulièrement peu respectueux pour le reste du monde. Quoi. Oui, puis alors c'est très original, hein. Franchement, faut oser le dire quand même. Hein. Bon, ils disent à peu près ce que disent aussi beaucoup d'Occidentaux aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve pas tellement autre chose. Ça restait une sommité dans son domaine, un professeur éminent. On peut s'étonner quand même d'un tel suicide verbal. Quoi. En gros, je suis un impérialiste, coucou. Et ce que je voulais dire par la fin de l'histoire, c'est la domination des valeurs occidentales sur la planète. Quoi. Bon, moi je préfère le lire comme ça, c'est plus honnête. Mais, et insultez-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé ça particulièrement malvenu, personnellement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il est l'homme d'un autre monde. Hein. Quand est-ce qu'il a écrit ce... Les années 80. Ouais, ça date quand même beaucoup, ouais. C'était la grande période de l'hégémon mundi américain. Ouais. 92, excusez-moi. C'est la fin des années 80. 92. 92. Ouais. 92. Bon, honnêtement, il faut quand même admettre que c'est un des défauts de notre époque du verbe qui s'étale. Monsieur Fukuyama ferait bien de se taire. Laisser son œuvre parler pour lui. Oui, bien sûr. Mais alors finalement, qui sur nos plateaux européens a un discours un petit peu alternatif, par exemple en France, qui tu écoutes pour avoir une... Sur les plateaux, je dirais mainstream encore, à part évidemment les réseaux sociaux. Je suis un dissident, je m'abreuve à la source. Pour ceux qui seraient encore connectés à la télévision, malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez accéder à des spécialistes tout à fait sérieux et pas tautologues qui sévissent sur les réseaux ou dont les extraits sont repris. Je n'écoute pas. Quand j'ai envie, le soir, d'un petit peu de relaxation, je mets LCI parce que c'est important d'écouter de l'intelligence. J'écoute malheureusement la télévision ne dit rien. Mais paradoxalement, moi qui suis très à gauche, ça me fait mal au cœur. Mais les paroles les plus raisonnables sont probablement sur les chaînes de droite. Quoi. Alors, les chaînes de droite, oui, alors bon, il n'y en a pas 36, c'est news. C'est vrai que Pascal Praud, hier, a été assez, pour une fois, assez, je trouve, assez, je dirais, je trouve pas mon mot. Bref, c'est pas grave, enfin, assez pertinent. On parlait justement de fédéralisme européen. Et puis il y a quelqu'un qu'on voit quand même, qui est quand même invité sur les plateaux, même mainstream, très mainstream, on va dire, qui s'appelle Pierre Lelouch et qui recadre un peu toujours le débat. Je dirais que c'est un peu le seul en ce moment. Et il est quand même invité. Il y a Pascal Boniface aussi qui de temps en temps essaye, mais enfin il se laisse vite submerger. Moi, j'ai un faible pour le général Yakovlev, quand même. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Moi, j'avoue qu'il est très informé et il paraîtrait que Trump est un agent russe. Ouais, et que ça fait longtemps, en fait, qu'il est... Ça fait longtemps. Et il aurait un nom qui veut dire double agent Oui, il a un nom, oui. Double agent en russe. On est certain que l'ami Poutine parle russe couramment. Est un spécialiste de Dostoïevski. D'ailleurs, son verbe ne laisse transparaître qu'une culture générale absolument flamboyante. Donc je tiens à dire à M. Yakovlev qu'il a parfaitement raison
mais qu'enfin une analyse de cette qualité, soit à la télé, soit une chose qu'on ne peut qu'applaudir et on le remercie profondément. Tu voulais nous parler de RFK? Non, j'en ai parlé justement. On en a parlé J'ai tout à l'heure, parlé mais de- par j'en ai exemple, les parlé, oui. positions qu'il avait sur les vaccins, il a quand même. Non, j'ai pas envie de. On va faire un sujet à la fois. On est sur la guerre. À moins que tu veuilles vacciner les Ukrainiens contre les bombes, Non. on va pas tout enchaîner non plus. Mais c'est vrai que j'ai vu la presse. Bon, peut-être on va aller sur ton incise. J'ai vu la presse belge que je salue expliquer quand même que il était étonnant que cet homme qui est anti-vax ait accepté certains vaccins. Alors que, bon, je ne me prononce pas du tout sur ce débat. Mais il est tout à fait. Cet homme a dit plusieurs fois qu'il était vacciné, qu'il avait fait vacciner ses enfants sur d'innombrables maladies, dont le tétanos, et je ne sais pas quoi d'autre, que la presse et l'outrecuidance de prétendre être assez bête pour confondre être contre un vaccin ou Ouais, l'autre, mais ça a été ou toujours. contre tous les vaccins, Mm. alors que le monsieur a comme tout le monde, eu des dizaines des dizaines d'injections vaccinales, me laisse absolument pantois. Je trouve que la propagande peut être un peu plus intelligente et dire Ouais. des Ouais. choses moins bêtes. Et, et j'ai trouvé très drôle cet article de la RTB qui a dit oui, c'est étonnant, cette personne se contredit. Elle est contre les vaccins, mais là, elle n'est pas contre. C'est bien la preuve que son cerveau ne fonctionne pas très bien. Non, mais je veux dire, c'est grossier, mais je suis pas sûr que ça fonctionne encore. Je crois quand même que des niveaux de propagande aussi ridicules ne fassent que... c'est la Pravda, personne n'y croyait. Je crains quand même qu'on arrive à des stades où ça se voit, quoi. Même si le biais de confirmation et le besoin des contemporains à s'énerver sur «Ah, lui, ça va pas bien. Enfin, je vais un petit peu m'énerver sur lui, ça va me faire du bien». Ce que je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais des gens qui en sont là dans leur lecture de l'information ne seront pas des bons transporteurs d'informations. Ils ne comprennent de toute façon pas ce qu'ils transportent. Ils ne font que de la régulation émotionnelle. Je questionne quand même ces méthodes de propagande qui viennent de la télévision. Et aujourd'hui, les médias qui dominent, ce ne sont pas la télévision, c'est les réseaux sociaux. Donc je crois quand même que nous sommes dans un monde qui est à contretemps. Des Européens qui sont à contretemps sur la géopolitique, des Européens qui sont à contretemps sur la propagande. Ça sent quand même un petit peu le sapin, ma chère Sally. Ah oui, il y a une forte odeur en effet de sapin cramé. Mais ouais. Mais c'est vrai parce qu'on fait voilà, c'était bon, je vais pas faire de rapprochement trop. Mais c'est vrai qu'il y avait un narratif pour le Covid. Je ne dis pas que le Covid n'a pas existé. Je ne dis pas que toutes ces discussions qui perdurent d'ailleurs autour de l'efficacité des vaccins, le fameux procès contre van der Leyen qui a eu lieu à Liège. Alors, je crois que tu as quelques informations supplémentaires sur ça, peut-être au hasard. Oui, apparemment, là c'est fait, hein, on exige les informations. La commission a perdu son procès, ça avance. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne me prononce pas trop sur ces points-là. En Non, tout mais ce cas, que je veux dire, c'est que la justice belge fait à peu près son travail. ça fait longtemps qu'il y a quand même des tas de choses qui sont pas très nettes sur la gestion en général, que ce soit le Covid ou d'aujourd'hui de cette guerre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont questionnables. Et en fait, tout passe, enfin, je veux dire, en termes, alors, sauf évidemment sur les réseaux et une minorité qui se pose des questions, mais sinon, c'est un petit peu du même tonneau, en fait, ce qui se passe Bon, aujourd'hui. moi, je fais pas ce genre de parallèle. Je le trouve assez hasardeux. Chaque sujet Sur le narratif, doit c'est être pas un traité parallèle. séparément. Oui, bon, la propagande fonctionne toujours. On peut comparer la propagande sous César et aujourd'hui. Elle aura des points communs. Le Covid, ça a été une crise qui a beaucoup inquiété nos concitoyens. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants. On sait qu'aux États-Unis, les procès et les informations avancent, disant que bon, on a été très excessif dans nos démarches. J'ai pas du tout envie de mélanger tous les sujets parce que c'est exactement la meilleure façon d'être traité complotiste. Ouais, je C'est sais, en faisant les pensées holistiques, ça ne marche pas. je On fais traite pas, les sujets un à un et on c'est est pas une content de le pensée faire. holistique que je fais, je parle de la communication sur les deux sujets.
Oui, où il n'y peut-être. avait pas de possibilité d'avoir un discours alternatif. Et moi, je pense pas que ça, ce soit les médias. Je pense que c'est l'état mental de nos populations. C'est-à-dire que les gens sont en mauvaise santé mentale, les gens sont déprimés, les gens sont seuls, les gens font de l'obésité, sont mal nourris, les gens sont fragiles et n'ont pas du tout envie d'avoir des incertitudes. Et quels que soient les problèmes, il faudra choisir une certitude et ne me laisser place à aucune forme de réflexion. Je crois que malheureusement, j'espère que l'occidental moyen se portera mieux prochainement, mais je pense que ça va prendre un certain temps. De toute façon, pour reprendre la phrase de Naomi Klein, c'est le choc permanent. On est de crise en crise pour toujours mettre les gens sous la peur. D'où le très beau, très fièrement prononcé par Noah, générique de cette émission et outro. Oui, de crise en crise, c'est sûr que si tu maintiens tout le temps tes populations dans un état pareil, il ne faut pas s'étonner que les gens réagissent un petit peu brutalement, Flavie. Enfin voilà, je vais peut-être rester sur cette note pessimiste, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, non, non. Voilà, le pessimisme, vous savez, c'est la note de fabrique de la zone libre. On reste à disposition on discute ici, c'est un format assez relax qu'on fait presque uniquement pour se faire plaisir. On espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à nous demander la venue de spécialistes, car ce n'est que notre avis. Et des avis, il y en a autant que d'un certain nombre de choses dont on ne parle pas. Par contre, à traiter sérieusement des sujets, ça c'est plus intéressant. Je vous invite à suivre nos réseaux. On lit tous les commentaires. On est sur toutes les plateformes. Et on a bientôt des plus intéressants invités. On a déjà fait les tournages, donc dans l'espoir que ça vous plaise. Merci à Noah, merci à toi Flavie. Flavie, une excellente soirée. À toi aussi. Au revoir. Dans la société des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique. Soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être un zone libre, c'est passer du constat au combat.